Chapitre 5. Le seigneur contrôleur, Avald Stevang, prenait son petit déjeuner avec Steva Uvalia, haute contrôleuse de la marine, et leurs deux enfants, Wen et Esa. Marier le seigneur contrôleur à l'un des plus puissants hauts contrôleurs était une tradition séculaire au sein de l'ordre, un moyen de renforcer le sommet de la pyramide. Wen et Esa étaient adultes à présent, mais ils n'occupaient aucun poste officiel dans la structure de l'ordre. Ils ne bénéficiaient d'aucun rang à proprement parler et n'avaient donc aucun pouvoir. Du moins, pas encore. Le titre de contrôleur était héréditaire par défaut, mais tributaire du testament du titulaire, ainsi qu'à la ratification de l'Assemblée des hauts contrôleurs. En outre, aucune famille n'était autorisée à avoir plus de membres qu'elle ne possédait de titres héréditaires. L'ordre avait à cœur de perpétuer sa propre existence, sa stabilité. Si l'un des deux rejetons devait se révéler indigne de la confiance placée en lui, il était susceptible d'être éliminé, au même titre que les propriétés des contrôleurs. La salle du petit déjeuner, comme les autres pièces des quartiers de Stevang et Ualiat, offrait un espace indécent. La table et les 4 chaises constituaient le seul mobilier, sur un plancher long de 30 mètres. Les conversations rebondissaient sur les parois et un plafond si haut qu'il se perdait presque dans la pénombre qui les surplombait. Des serviteurs marchaient délicatement sur des semelles molletonnées. Ils apportaient les plats à leur maître avant de se retirer en silence. Stevang prit une tranche de pain, en croqua une bouchée qu'il mâcha soigneusement. Puis il se rembrunit. Il se tourna vers Uvalia et arqua un sourcil. « As-tu déjà goûté le pain » demanda-t-il. « Oui, j'attendais de voir si tu avais remarqué quelque chose. »« Il n'a pas le même goût, » observa Stevang. « Il n'est pas aussi bon qu'hier. »« Je confirme. » Stevang appuya sur un bouton situé dans un petit renfoncement sur le rebord de la table à sa droite. Un instant plus tard, Befesen, contrôleur de la maisonnée, entra dans la pièce d'une démarche tout aussi silencieuse que les autres serviteurs. Il vint se tenir derrière l'épaule de Stevang et se pencha pour entendre les ordres du seigneur contrôleur. Stevang saisit une tranche de pain, puis la laissa tomber dans l'assiette, comme si elle l'avait offensé. « Ceci n'est pas acceptable, » déclara-t-il. « Trouvez de nouveaux boulangers, éliminez les autres unités de travail. »« Immédiatement, seigneur contrôleur, » répondit Befesen. Il quitta discrètement les lieux pour trouver de nouveaux boulangers et s'assurer que la sentence de mort serait bien appliquée. « Tu approuves » demanda Stevang en s'adressant à Uvalia. « Oui. »« Des unités fraîches produisent un pain plus frais, » dit Stevang, satisfait de sa petite formule. Cette application stricte d'une discipline létale constituait également une leçon très importante pour Wen et Esa. Uvalia voulut s'assurer que cette leçon avait bien été assimilée. « Est-ce que vous comprenez pourquoi les ordres du seigneur contrôleur étaient nécessaires ?»« Oui, » répondit Esa. Wen acquiesça. « Prouvez-le-moi, » insista-t-elle avant de tendre le doigt en direction d'Esa. « Parle. »« Corriger ces erreurs est un signe de faiblesse, » dit Esa. « Quand l'unité de travail a acquis les compétences nécessaires à l'exécution de sa tâche, la moindre baisse de qualité indique une perte de ses compétences, une tendance à la rébellion, ou les deux. » Uvalia leva un doigt pour intimer le silence à Esa. Elle hocha brièvement la tête, puis reporta son attention sur Wen. « Parle, » intima-t-elle. « Si on corrige une unité de travail, on lui fournit l'opportunité de dissimuler ses défauts, ce qui peut se révéler encore plus néfaste à long terme. »« Bien, » fit Uvalia avant de retourner à son petit déjeuner. « Corriger les erreurs est une faiblesse, confirma-t-elle sans lever les yeux. Donc, je ne corrige jamais, le seigneur contrôleur non plus. » À cet instant, elle leva la tête et fixa intensément son fils et sa fille de son regard implacable. « Il est par conséquent impératif de ne jamais agir si l'on a besoin d'être corrigé, ou si on s'attend à l'être. » Aucun des deux héritiers ne parla. Il n'y était pas autorisé. « Est-ce que vous comprenez » demanda Stevang. « Oui » répondirent-ils à l'unisson. Bien, il était utile de temps à autre de rappeler à ses héritiers la précarité de leur propre survie. Cela leur montrait qu'il pouvait se révéler dangereux pour eux d'envisager d'accélérer leur accession au pouvoir. Des alarmes se mirent à hurler. Wen faillit s'étouffer en avalant une gorgée d'eau. Uvalia se leva d'un bond et fit tomber ses couverts au sol. Le couteau et la fourchette cliquetèrent contre la pierre, mais les échos de la chute furent noyés sous les mugissements électroniques des alarmes. Stevang resta figé pendant de longues secondes. Son cerveau refusait d'appréhender ce qu'il entendait. Il savait quel genre d'urgence pouvait déclencher les alarmes, mais jamais ces circonstances ne s'étaient produites. Les alarmes n'avaient jamais retenti auparavant. Il s'agissait d'une perturbation majeure de leur routine. L'ordre qu'ils chérissaient tant se voyait foulé aux pieds. Ces alarmes impliquaient une situation inimaginable. Une erreur, articula Uvalia.
Stevang éprouva un regain d'espoir et se remit en mouvement. Il s'accrocha à la promesse d'une erreur qu'il pourrait punir. S'il ne s'agissait pas d'une erreur, il redoutait ce qu'il allait apprendre. Mais il devait savoir, et il devait combattre la menace qui pesait sur l'ordre. Il se leva. Uvalia et lui quittèrent la salle du petit déjeuner au pas de course, laissant leur progéniture derrière eux. Bon nombre de hauts contrôleurs avaient déjà rejoint le centre de commandement principal quand Stevang et Uvalia arrivèrent sur les lieux. Ils n'étaient pas les derniers toutefois. Ils arrêtèrent de courir quand ils se trouvèrent à la moitié du couloir privé qui menait de leur quartier au centre commandement. Il ne fallait pas qu'on les vît se précipiter. Ce serait perçu comme un signe de faiblesse, ainsi qu'une forme de désordre mental. Et le désordre pouvait être contagieux. L'épaisse porte en acier se releva à leur approche, avant de s'abaisser derrière eux dans un fracas qui semblait charrier une note funèbre. Stevang chassa cette pensée. Ce bruit évoquait la sécurité. Les hauts contrôleurs devaient être protégés, et ils le seraient. La pièce était immense, ainsi qu'il convenait pour le siège du pouvoir sur Galaspar. Au centre de la salle, le sol formait une dépression au milieu de laquelle se dressait une table loétique et des fauteuils réservés aux hauts contrôleurs. Sur les degrés qui entouraient la table s'étalaient des rangées de pupitres de travail où des techniciens contrôlaient les défenses de l'Empire. Stevang s'assit dans son fauteuil, ce qui signala aux autres qu'ils pouvaient faire de même. 4 sièges demeuraient vides. « Faites taire les alarmes !» ordonna Stevang. La technicienne en poste à l'une des consoles les plus proches de lui pianota sur un écran, et les hurlements assourdissants baissèrent de plusieurs octaves avant de refluer progressivement. Stevang leva les yeux vers le chronomètre suspendu au plafond. 2 minutes s'étaient écoulées depuis le début de la crise. Une partie des hauts contrôleurs avait une plus grande distance à parcourir pour rejoindre le centre de commandement principal. « Nous allons leur laisser 3 minutes supplémentaires, trancha-t-il. Personne ne fit de commentaire. Tous restaient assis, immobiles, et regardaient les secondes s'égrener. 2 minutes plus tard, 2 autres hauts contrôleurs arrivèrent. Les responsables de la distribution de consommables et de la régulation chimique manquaient encore à l'appel. Pour eux, cette absence était un échec. « Verrouillez les portes !» ordonna Stevang. En contrebas, une série de bruits sourds retentit. Des dizaines de portes anti-explosion s'abaissèrent, coupant tout accès au centre de commandement principal. Stevang ne pouvait entendre le martèlement des bottes des soldats, mais il savait que la mobilisation était en cours. La pièce était en train de se transformer en une place forte inexpugnable, selon une stratégie dont personne n'avait jamais envisagé la nécessité. « Avons-nous établi des communications avec les autres ruches ?» s'enquit Stevang. Un technicien se leva de son poste. « Oui, seigneur contrôleur !» annonça-t-il, les bras collés aux flancs dans une position rigide. « Toutes les lignes sont ouvertes. Les hauts contrôleurs de toutes les ruches de Galaspar attendent vos ordres. » « Alors nous allons pouvoir commencer. Montrez-nous la cause de l'alarme. » La table hololithique vrombit. Une carte stellaire du système Galaspar s'afficha. Une ligne scintillante animée d'une pulsation sinistre apparut non loin de l'orbite de la planète la plus excentrée. « Une force d'invasion !» marmonna Uvalia. La ligne blanche étincelante, véritable souillure sur la face de l'Empire, évoquait une dague fonçant droit sur Galaspar. « Cela a-t-il été confirmé ?» demanda Stevang. Le technicien qui s'était exprimé auparavant se mit au garde à vous une fois de plus. « Oui, seigneur contrôleur, » dit-il avant de se rasseoir et de pianoter sur son écran. Sur la table, la dague se mua en une série de lignes rudimentaires, représentant les vaisseaux qui pénétraient dans le système, ainsi que leur nombre approximatif. Les éléments inconnus étaient également répertoriés, et ils étaient nombreux. Aucun des vaisseaux de l'ordre n'était encore en position de fournir des informations plus concrètes. Il ne faisait toutefois aucun doute qu'il s'agissait d'une attaque. « Les envahisseurs ont-ils tenté de communiquer ?» demanda Stevang. « Pas du tout, seigneur contrôleur. Ils n'ont pas répondu à nos avertissements. Ont-ils attaqué d'autres systèmes ? Non, seigneur contrôleur. » Cette nouvelle soulagea Stevang. Si l'ennemi ne disposait pas des effectifs nécessaires pour lancer plusieurs offensives, c'était un signe de faiblesse. Cela signifiait également que l'attention des hauts contrôleurs ne serait pas divisée sur plusieurs fronts. Stevang adressa un signe de tête à Uvalia pour lui intimer de prendre le commandement stratégique des opérations. C'était sa responsabilité spécifique. Si elle échouait, elle le paierait de sa vie. « Dépêchez les forteresses de surveillance, dit-elle. Elle se pencha en avant et tapota sur la table pour afficher les positions des immenses vaisseaux de défense de l'ordre, postés dans les confins du système. « Celles-ci pourront se trouver à portée d'interception à l'espace de quelques heures, ajouta-t-elle. « Elles seront en sous-nombre, observa Yava Tervian, haute contrôleuse du moral de la population. « Leur mission consistera à ralentir les envahisseurs, lui expliqua Uvalia. Cela permettra au reste des forteresses de se rapprocher de nos adversaires et de bloquer leur progression. À quelle distance se trouvera l'ennemi lorsque cela se produira, s'enquit Tervian. C'est impossible à déterminer tant que nous n'aurons pas une idée plus précise de la puissance de l'envahisseur. Et les plateformes d'artillerie ? Demanda Stevang. Ces systèmes de défense entouraient toutes les planètes du système.
Uvalia hésita. Stevang voyait qu'elle était en train d'évaluer les risques. Les plateformes d'artillerie, longues de 100 mètres et pourvues d'un équipage et d'un blindage minimum, n'étaient pas conçues pour affronter une flotte dans un conflit spatial. Leur mission consistait à protéger un monde en dressant un mur de feu. Si Uvalia laissait une des planètes sans protection, et si l'ennemi décidait d'exploiter cette ouverture, les envahisseurs pourraient établir une place forte à l'intérieur du système, d'où ils pourraient lancer d'autres offensives. Uvalia secoua la tête, comme si elle refusait la perspective de ce danger. « Les plateformes seront réaffectées, annonça-t-elle. Elles rejoindront les forteresses de surveillance pour l'assaut. Nous devons défendre Galaspar en priorité. » Stevang ne dit rien, mais il était d'accord. Les autres planètes étaient insignifiantes comparées au monde natal de l'ordre. Les plateformes n'étaient pas l'outil idéal pour la tâche qu'on allait leur confier, mais elles apporteraient des centaines de canons supplémentaires lors de la bataille. Uvalia fit passer son doigt sur la surface de la table afin de tracer les diagrammes correspondant au vecteur qu'elle souhaitait voir les vaisseaux adopter. « Les envahisseurs n'atteindront pas Galaspar, dit-elle. Nous allons stopper leurs appareils dans les confins du système où ils subiront les tirs des plateformes d'artillerie. Cela laissera le temps aux autres forteresses d'arriver sur les lieux et de les annihiler. »« Qu'il en soit ainsi, fit Stevang. L'ordre vaincra. » Uvalia frappa le rebord de la table du plat de la main, et ses diagrammes furent transmis aux consoles disséminées à travers toute la salle. Sa stratégie fut convertie en commandements, et ces commandements devinrent réalité. Les ordres avaient déjà été envoyés aux forteresses de surveillance et aux plateformes d'artillerie avant même que Stevang ne reprenne la parole. « L'ordre sera victorieux, déclara-t-il. Galaspar sera prête. Pendant que la flotte attaquera, préparez les défenses orbitales et terrestres. » Des écrans descendirent du plafond pour montrer à l'assistance comment ces ordres étaient appliqués. Les plateformes d'artillerie émirent des signaux pour indiquer qu'elles se tenaient prêtes et que leurs canons étaient braqués en direction d'un ennemi qui n'était jamais censé les atteindre. Dans les terres désolées qui séparaient les ruches de Galaspar, d'immenses dômes s'ouvrirent et des batteries de canons émergèrent du sol. Les fûts des moindres d'entre eux mesurent une centaine de mètres de long. Des images se succédèrent, montrant le déploiement du dispositif d'armement de Galaspar. En moins d'une heure, la planète tout entière était hérissée de canons. Des milliers d'épines létales qui dardaient leur venin vers les cieux. Tout ce qui tenterait d'approcher de Galaspar serait anéanti. Il ne leur restait plus qu'à attendre et regarder les icônes se rapprocher les unes des autres sur la table hololithique. Stevang ne voyait aucun défaut dans la stratégie du Viala, mais il se garda bien de le dire. Si une faille dans son plan venait apparaître, elle en assumerait seule la responsabilité. Il observa malgré tout les runes lumineuses qui convergeaient sur la table avec un mélange de satisfaction et d'impatience. La majorité des forteresses de surveillance ne participeraient pas à la rencontre initiale avec l'ennemi. Mais le système de Galaspar était bien défendu. Les forteresses qui faisaient partie de la première vague de la contre-offensive et les plateformes d'artillerie dans leur sillage ressemblaient à une nuée d'insectes fondant sur leur ennemi pour le dévorer. Les runes arrivèrent à portée les unes des autres. Les engins de l'ordre firent parler leur puissance. Le centre de la table s'illumina d'un éclat aveuglant. Les données en provenance des frappes et des premières explosions affluaient si rapidement qu'elles reproduisaient, en miniature, les corolles destructrices qui embrasaient le vide spatial. Stevang cligna des yeux, momentanément ébloui. « Bien, dit-il. Voilà une leçon qu'il est bon de réitérer. » Des murmures satisfaits parcoururent l'assemblée. Puis ils cessèrent. Une forteresse de surveillance disparut de l'affichage sur la table. Puis une autre. L'avancée ennemie n'avait absolument pas ralenti. Stevang regarda la vitesse estimée des forces et sa bouche s'assécha. Il avait l'impression qu'on venait de lui presser une dague contre la gorge. « Que se passe-t-il » murmura-t-il. La plateforme qui partait du stratégium et surplombait la passerelle se terminait par une chaire suspendue au centre de la salle. Debout sur cette estrade, Mortarion bénéficiait d'un point de vue privilégié sur la passerelle et la baie principale. De part et d'autre de la chaire, des écrans lui fournissaient les positions des éléments de la flotte et l'évolution des engagements constamment mis à jour. Entre ce qu'il voyait et ce qu'il lisait, sa perception se déplaçait dans le vide spatial de manière quasi omnisciente. La mort traversait le système Galaspar. Elle déployait ses ailes en grand, et c'étaient ses ailes à lui. Il contemplait la cristallisation de sa volonté. Il en voyait le prix, et il demeurait impavide. La mort ne pouvait avoir peur d'elle-même. Les forteresses de surveillance, ziggourats imposantes de plus de 3 km de long, atteignirent les appareils de pointe de la flotte de la Death Guard. Dès qu'elles se trouvèrent à portée, les forteresses ouvrirent le feu, libérant des salves de torpilles en direction des cibles énormes en tête de convoi, exactement comme Mortarion l'avait souhaité. « Ils ignorent sur quoi ils tirent, » commenta Barazine. « Ils ignorent qu'ils gâchent leurs torpilles sur des astéroïdes. » Tersus et lui flanquaient Mortarion, un demi-pas derrière le Primarque. Ils étaient les capitaines des 2 grandes compagnies dont les guerriers
10 000 chacune attendaient dans les compartiments du Force Horseman. Mortarion avait ordonné qu'ils se tiennent à ses côtés sur la passerelle et voient la bataille dans son intégralité. Le Primarque avait créé un bouclier constitué de planétoïdes équipés de moteurs placés en tête de la flotte. Contrôlés à distance par des techno-adeptes à bord du Force Horseman, ils étaient à peine manœuvrables. Ce n'était pas un problème. Une fois la flotte lancée dans sa traversée, selon un cap déterminé avant même que la Death Guard ait pénétré dans le Warp, les astéroïdes avaient volé en ligne droite. Mortarion plongeait vers le cœur du système. Il n'y aurait aucune déviation. Les systèmes d'augure ennemis ont capté les masses des astéroïdes, dit Mortarion. Peut-être aussi la chaleur des moteurs qui les propulsent. Et cela leur suffit pour déclencher l'attaque. Ils n'ont pas attendu d'en apprendre plus. Ils sont aussi stupides qu'escomptés. Les torpilles touchèrent leur cible, et les astéroïdes continuèrent leur progression sans décélérer. Les forteresses de surveillance réduisirent la distance qui les séparait des planétoïdes, leur équipage apparemment toujours convaincu qu'ils attaquaient des vaisseaux. Même si leurs moteurs étaient poussés à plein régime, les forteresses étaient plus lentes que les astéroïdes. Elles continuèrent de faire feu, projetant obus et torpilles contre leurs cibles sans discontinuer. Ce n'étaient pas des salves, c'était une véritable tempête de projectiles. Cet usage irréfléchi de leur puissance de feu, aussi, est une preuve de stupidité, estima Mortarion, tandis que les explosions généraient une immense éruption continue de feu et de lumière. Ils sont en train d'aveugler leurs propres senseurs, qui sont donc incapables de les informer de la véritable nature de leur cible. Les torpilles frappèrent les astéroïdes implacables en vagues régulières, avec une puissance dévastatrice. Plus les deux flottes se rapprochaient l'une de l'autre, plus le nombre de plateformes d'artillerie à portée de tir augmentait, et leurs canons entrèrent en action. Pour ce premier contact, ni la Death Guard ni l'Ordre n'étaient en position de flanquer leur adversaire. Puis, l'une des forteresses de l'Ordre, qui s'était jointe à la bataille en dehors de la formation de ses homologues, passa sous le plan du fer de lance de la Death Guard, tel un léviathan naviguant dans les profondeurs marines. Elle éperonna le Funerus, un croiseur léger, et brisa sa quille. Le Funerus, 2 fois plus petit que la forteresse, fut brisé en deux. Ses 2 moitiés partirent à la dérive en tournoyant lentement sur elles-mêmes. L'appareil de l'Ordre, qui se trouvait désormais au centre de la formation, libéra une salve de torpilles dans toutes les directions. Son commandant, qui devait se savoir condamné, était déterminé à perturber le plus possible la progression de la Death Guard avant de périr. « Maintenez la formation !» ordonna Mortarion à l'ensemble de la flotte. « À toutes les batteries avant, concentrez vos tirs sur l'intrus !» Les vaisseaux situés à l'arrière de la forteresse l'ignorèrent. La plupart d'entre eux absorbèrent les dégâts provoqués par les torpilles grâce à leurs boucliers. Un autre croiseur léger, le Maestus, fut touché à de multiples reprises. Ses boucliers cédèrent et il fut éventré par une série d'explosions. Les autres engins fondirent sur la forteresse telle la main du destin. Leurs proues traversèrent les déflagrations des obus et une centaine de canons ouvrirent le feu en simultané. La forteresse se désintégra comme un château de sable balayé par le vent. Les astéroïdes commencèrent à se fissurer sous l'effet du déluge de feu constant. L'un d'eux, à l'avant de la formation en fer de lance, se disloqua. Quand les dégâts devinrent critiques et que les senseurs enfouis dans la roche indiquèrent que l'intégrité structurelle du planétoïde était sur le point de céder, d'immenses charges de démolition réparties sur l'hémisphère arrière se déclenchèrent. L'astéroïde explosa, et la déflagration projeta une nuée de météores en direction des vaisseaux de l'Ordre. Les débris percutèrent les forteresses de surveillance. Leurs boucliers étaient solides, et leurs coques épaisses en faisaient presque des planétoïdes de métal. Les forteresses encaissèrent le déluge de feu sans subir de dégâts majeurs. 2 furent ralenties, presque immobilisées. Les plateformes d'artillerie ne disposaient pas du même type de défense. 5 d'entre elles furent pulvérisées, illuminant le vide spatial dans leur agonie. Les ondes de choc firent vaciller plusieurs des plateformes voisines. Des vaisseaux chargèrent entre les astéroïdes. Les capitaines des forteresses de surveillance se dirent que le véritable ennemi venait enfin de se dévoiler. À présent, elles devaient diviser leurs tirs entre les planétoïdes et les engins qui fonçaient sur elles. Ces vaisseaux étaient anciens, des destroyers désaffectés récupérés dans des chantiers de démolition et modifiés pour remplir leur ultime mission. Dans cette nouvelle mouture, ils faisaient environ 1 kilomètre de long et n'étaient qu'un amas de canons montés sur des coques tout juste assez solides pour résister à la poussée des moteurs qui les propulsaient. Ils fondèrent sur les forteresses plus imposantes qu'eux, comme animés par une pulsion autodestructrice. Et c'était bel et bien le cas. Il s'agissait d'appareils suicides, des brûlots pilotés à distance. Ils étaient à peine plus maniables que les astéroïdes, mais ils pouvaient accélérer puissamment à l'approche de leur cible. Ils libérèrent leur cargaison d'obus et de torpilles sur les forteresses, affaiblissant leur proie avant l'approche finale. Sur la droite de Mortarion, l'écran montrait les positions des vaisseaux situés à la pointe de leur progression. Les données concernant les statistiques de tir complétèrent le tableau de la situation.
Les commandants de 2 des forteresses n'avaient compris la véritable nature de la menace que trop tard. Ils ne braquèrent pas l'intégralité de leur batterie sur les vaisseaux suicides et se retrouvèrent dans l'arc de tir de la majorité des canons des bâtiments de la Death Guard. Les forteresses essayèrent de se dégager. Elles se déplacèrent comme des bêtes empêtrées dans un bourbier et avaient à peine commencé à virer quand les vaisseaux suicides percutèrent leurs coques et explosèrent. Les charges qu'ils transportaient étaient beaucoup plus létales que la somme de leurs obus. Les boules de feu étaient des soleils, clairement visibles à travers la baie d'observation malgré la distance. Elles engloutirent les forteresses. L'un des vaisseaux de l'ordre avait orienté son nez au-dessus du plan elliptique pour tenter d'échapper aux brûlots et s'élever au-dessus de cette bataille qui ne cessait de gagner en intensité. Les relevés thermiques indiquaient que l'explosion l'avait neutralisé. Sa poupe était éventrée, tout comme la majorité de sa coque sur le flanc tribord. Ses systèmes de direction avaient été détruits. Ses moteurs réduits au silence. Mortarion se représenta la forteresse dérivant dans le vide, son oxygène s'épanchant par une centaine d'avaries. Les voyants lumineux s'éteignant progressivement, pont après pont, pendant que les flammes se répandaient dans ses coursives. L'autre forteresse, percutée par un vaisseau suicide, continua sur sa lancée. 2 autres arrivaient par l'arrière pour flanquer la première, et elles créèrent une formation triangulaire capable de libérer des salves de tir dévastatrices. L'astronef central brûlait. Il avait perdu la plupart de ses canons de bâbord. Les dégâts se propageaient. Des explosions secondaires retentissaient de plus en plus profondément au cœur de la structure. La forteresse pouvait encore se battre, toutefois. Elle pouvait encore porter le combat à l'ennemi. Il ne se replie pas, observa Tertius. Malgré les dégâts subis, ajouta Barazine. Mortarion nota que les capitaines lisaient les détails de la bataille de manière aussi exhaustive que lui. Cela confirme nos informations concernant la nature de l'ordre, dit-il. La retraite lui est impossible. Elle n'est même pas envisageable. Les 3 forteresses volèrent à travers le nuage de débris en pleine expansion engendré par un autre astéroïde. Elles se précipitèrent droit vers un autre groupe de brûlots. Celles sur les flancs n'hésitèrent pas. Elles braquèrent leurs canons sur eux pour tenter de les retenir. Mortarion indiqua les runes représentant les forteresses. Les équipages de ces appareils sont les premiers citoyens de l'ordre à voir notre flotte. Ils voient la nuit tomber sur leur empire. Ce qu'ils voient, c'est une procession implacable de vaisseaux amiraux et de leurs croiseurs d'escorte fondant sur eux, pensa-t-il. Des pics dans les relevés énergétiques dressèrent un tableau éloquent de la destruction qui s'ensuivit. Bien que l'ordre ne disposât pas de la technologie de voyage par le warp, il possédait des moteurs à plasma. Le réacteur de la forteresse centrale était poussé dans ses derniers retranchements dans un effort pour atteindre l'envahisseur et le pilonner. Elle avait subi des dégâts irréparables, mais ses moteurs étaient toujours alimentés, si bien que personne n'avait ne serait-ce qu'envisagé d'essayer de les couper. Et l'inévitable se produisit. Les moteurs à plasma explosèrent. L'afflux massif d'énergie débridée embrasa le vide spatial dans un éclair argenté qui aveugla tous ceux qui l'observèrent sans protection. Les 3 forteresses furent vaporisées, consumées en un instant par la chaleur d'une éruption solaire. L'explosion fracassa davantage d'astéroïdes. Des brûlots se volatilisèrent, et le Sépulcral, le grand croiseur de la 14e Légion, traversa le cœur de la déflagration. Il en ressortit sous forme de ruines carbonisées. Ses moteurs étaient presque à l'arrêt, et sa propulsion était majoritairement le fruit de l'inertie. Sur son flanc bâbord, une immense brèche dans la coque exposait une section de pont dénuée de vie. Le sillage du vaisseau était une traîne de débris et de cadavres à la dérive. « Message Vox du commandant Ravas du Sépulcral !» annonça le responsable Vox du Force Horsemen. « Ouvrez la fréquence !» ordonna Mortarion. La voix de Ravas, altérée par la douleur, leur parvint à travers un océan de grésillements parasites. « Il ne nous reste plus beaucoup d'énergie, messire, dit-il. Nous ne pouvons plus suivre la cadence de la flotte. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. » « Apportez la mort au plus grand nombre, commandant de bord, » réclama Mortarion. « Nous nous y emploierons, et ils apprendront à nous craindre avant de périr. » Le Sépulcral laissa la formation. Isolé, il devint une cible tentante pour l'ordre. Mortarion saisit le léger froncement de sourcils de Tertius. « Ne me dis pas que le concept de sacrifice était étranger aux Dusk Raiders, capitaine, articula-t-il. Le Sépulcral possédait 115 000 membres d'équipage. Ils seraient bientôt tous morts, de même que d'autres d'ici à ce que le Force Horseman atteigne sa cible. Il n'y avait rien à regretter. Tel était le coût de la guerre. Le débat était clos. « Je ne remets pas en cause la notion de sacrifice, » se défendit Tertius. « Puis-je demander si nous pouvons nous permettre de perdre le Sépulcral ? » « Tu peux le demander. La réponse est que nous pouvons, nous devons même, nous permettre tout ce qui saurait nous rapporter la victoire. Le Sépulcral a encore un peu d'énergie.
En ralentissant notre progression, nous pourrions encore profiter de sa force dans le cadre de notre formation. Quel avantage cela nous conférerait-il demanda Mortarion. Nous avons pris la mesure de l'ennemi, et il est évident que ces vaisseaux ne font pas le poids. Peut-être pourrions-nous adopter une approche plus méthodique, plutôt qu'essayer de foncer au milieu des bâtiments de l'ordre. Nous pourrions tous les détruire l'un après l'autre. Leurs effectifs sont trop grands, contra Mortarion. C'est l'avantage principal de l'ordre, son nombre. Si nous ralentissons, nous laissons à l'ennemi l'occasion de déchaîner toute sa puissance contre nous. Cela justifierait la présence des partisans d'un blocus autour de Galaspar avant d'oublier tant que cela arrange la grande croisade. Nous ne sommes pas venus dresser un siège. Nous sommes venus frapper cette tyrannie en plein cœur. Le sépulcral est toujours partie prenante de cette guerre. Il jouera son rôle et participera à notre progression. Poursuivons à vitesse maximale. Ravas tint parole. Longtemps après avoir reçu les dernières transmissions Vox, Mortarion vit sur les relevés tactiques que le sépulcral n'était pas mort sans opposer une résistance farouche. Et la flotte plongea plus profondément vers le centre du système de Galaspar, sans se préoccuper de la puissance que les dirigeants de l'ordre mobilisaient contre elle. Dans le centre de commandement principal sur Galaspar, les hauts contrôleurs fixaient la table hololithique. Les données qui défilaient sur la projection brossaient un tableau qui défiait leur compréhension de l'univers. La flotte ennemie avait déjà dépassé les planètes du système les plus excentrés. Les techniciens présents dans la pièce faisaient la synthèse des rapports qui leur parvenaient des vaisseaux de l'ordre. Un babil constant résonnait, décompte monotone d'un désastre à l'ampleur croissante. Les plateformes d'artillerie flanquent l'ennemi et tentent à présent d'attirer ses tirs. L'ennemi ne tire que droit devant. D'autres pertes ennemies confirmées. Aucune décélération de la flotte, aucun changement de cap. Tevang et Uvalia échangèrent un regard hébété. Il se moque des pertes subies, fit Stevang. Les implications de cette révélation pour l'ordre, comme pour lui, se répandirent comme un poison dans ses entrailles. Il savait que l'ordre était un régime froid et implacable, qui ne se souciait guère des membres d'équipage morts au cours des dernières heures. Mais cet ennemi était encore plus insensible. La dague étincelante de la flotte fusait inexorablement, et Stevang était désormais convaincu qu'elle fonçait droit sur lui. La Death Guard traversa la contre-offensive initiale de l'ordre. Manifestement, l'ennemi était totalement pris au dépourvu. Ils n'ont jamais été mis à l'épreuve auparavant, songea Mortarion. Ou du moins, ils ne se sont jamais sentis véritablement menacés. L'amas de Galaspar était isolé depuis des millénaires. Aucun adversaire digne de ce nom n'avait tenté d'attaquer l'Empire. Cela se voyait. Les vaisseaux ennemis avaient mis du temps à s'adapter à la situation au début. Ils avaient dilapidé leurs tirs contre les astéroïdes plus longtemps qu'ils n'auraient pu l'espérer. Ce fut seulement quand la flotte commença à véritablement pénétrer à l'intérieur du système que l'ordre entreprit de changer de tactique. Un nombre croissant de forteresses de surveillance se joignit à la bataille. Elles restèrent en arrière avant de converger de manière concertée. L'Empire disposait de suffisamment de vaisseaux désormais pour pouvoir flanquer la Death Guard, tout en attaquant de front afin de ralentir la progression de la Légion. Il y avait tellement de tirs de canon et de torpilles que la flotte semblait plongée au cœur d'une étoile. « Ignorez les attaques sur les flancs !» ordonna Mortarion. « Tir de représailles minimum. Concentrons nos forces vers l'avant pour nous dégager un passage. » Les forteresses qui assaillaient l'avant de la flotte disparurent. Comparé au déluge de feu libéré par la Death Guard, l'assaut de l'ordre était presque insignifiant. La flotte poursuivit sa progression à pleine vitesse. Elle laissa les vaisseaux de l'ordre plus lents derrière elle. Elle abandonna aussi beaucoup de ses propres appareils. Mortarion prit note de chaque perte. Elles étaient toutes acceptables, elles étaient toutes nécessaires. Le Force Horseman était la clé. Il se trouvait à l'avant du fer de lance. Même si les forteresses de surveillance et les plateformes d'artillerie rognaient la périphérie de la formation de la Death Guard, elles se révélèrent incapables de stopper sa charge fulgurante. Ils ne pouvaient atteindre le centre de la flotte. Plus la 14e Légion se rapprochait de Galaspar, plus les attaques de l'ordre se firent furieuses, désespérées. Leurs bâtiments parvinrent à s'enfoncer plus profondément dans la formation de la flotte. À travers la baie d'observation, Mortarion vit les forteresses se liguer contre le Mélancolia, un croiseur. Des torpilles criblèrent sa coque avant que leur charge explose. La déflagration fit dévier sa trajectoire, et le vaisseau vint percuter l'inévitable col à notre cuirassé. Leurs proues s'enchevêtrèrent, puis ils virèrent ensemble à tribord, mettant en péril davantage de bâtiments. « S'ils ne s'arrêtent pas, » commença Barazine, sans oser exprimer à haute voix le danger imminent. La formation de la flotte était compacte, et le rayon de gyriation des vaisseaux les plus imposants était immense. En cas de catastrophe, toute manœuvre d'évasion était exclue. « Ils vireront, » dit Mortarion. Les équipages de ces vaisseaux allaient trouver une solution. Il le fallait.
Ils savaient ce qui était en jeu. Ils allaient tout sacrifier pour préserver l'élan de la flotte. L'inévitable col parvint à virer malgré la pression exercée par le Mélancolia. En conséquence, les deux vaisseaux se retrouvèrent encore plus imbriqués l'un dans l'autre pour ne former plus qu'une énorme épave. Leur trajectoire fut suffisamment altérée pour qu'ils percutent l'un des astéroïdes. Pendant leurs derniers instants d'existence, les deux bâtiments libérèrent l'intégralité de leur puissance de feu à bâbord. Le barrage de tir et le cataclysme qui s'ensuivit quand ils détruisirent l'astéroïde annihilèrent plusieurs des forteresses de l'ordre. « Capitaine Tertius, fit Mortarion, je sais que tu as une conscience aiguë des pertes que nous subissons pendant cette percée. As-tu également conscience de ce que nous gagnons ? Oui, Seigneur. Nous avons perforé les défenses de l'ordre, intervint Barazine. Les défenses extérieures, pondéra Tertius. Mortarion ne dit rien. Il regardait droit devant lui et se tenait prêt pour les assauts des plateformes orbitales et des canons à la surface. La traversée du système n'avait été qu'un simple prologue. S'il avait mal jugé la puissance du Force Horseman ou les capacités défensives de l'ordre, alors il aurait tout perdu.